Yes, as a matter of fact, I could barely let you finish proposing. I was like, can I say yes now? She didn't even let me finish. She said, can I say yes, can I say yes now? And then there was hugs and I had the ring in my finger and I was like, can I... Tout a commencé si subtilement que presque personne ne l'a remarqué. Mais pour moi, c'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Comment 23 minutes d'obscurité dans une archive numérique pouvaient-elles révéler le cours de toute une monarchie? Cette question me hante depuis ce soir-là. Alors que les horloges hors de Londres sonnaient 21h45, j'étais assis devant l'écran qui pendant des années avait incarné la routine et la régularité, le Royal Court Circular d'ordinaire, aussi prévisible que le tic-tac d'une vieille horloge murale. Mais à ce moment précis, la page entière est devenue noire. Aucun message d'erreur, aucun avertissement, juste le vide. Et le vide dans un système fondé sur l'archivage et la transparence ne signifiait généralement qu'une seule chose, quelque chose était en train d'être réécrit, quelque chose qui n'était pas encore autorisé à être vu, quelque chose de trop sensible pour être suivi en direct par le public. J'ai ressenti une tension inattendue dans la poitrine, une sorte d'alerte instinctive. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette page en particulier si rarement désordonnée? Un hasard? Absolument pas. La monarchie ne fonctionne pas par hasard. Chaque lettre de ces archives a un but et chaque modification porte en elle une histoire. Lorsque les archives réapparurent 23 minutes plus tard, tout était de nouveau visible à une exception près. Une nouvelle phrase froide et impersonnelle trônait en haut, formulée avec une telle froideur qu'elle semblait presque innocente. Document relatif aux descendants du duc de Sussex, examiné et classé conformément au protocole. J'eus l'impression qu'on m'étranglait. Il ne s'agissait pas d'administration. Il s'agissait d'identité, d'archi, de Lilibet, d'une vérité enfouie depuis des années sous des kilomètres d'étiquettes de silence et de déni. Je suis resté figé devant l'écran. Une simple phrase à peine 10 mots a eu un impact planétaire. En quelques minutes, les chaînes d'information londoniennes ont diffusé en boucle des informations de dernière minute. Les talk-shows américains ont pris le relais en moins d'une heure. Les réseaux sociaux ont été inondés de spéculations, de hashtags, de panique, d'espoir, de colère et d'incrédulité. C'était comme si un volcan endormi s'était soudainement réveillé. Mais pour moi, c'était différent. Je savais que ce n'était que la première goutte d'une vague qui se préparait depuis des mois. Car quiconque avait suivi les réunions, les murmures et les changements d'agenda soudains dans les couloirs du palais le savait, quelque chose d'important se préparait. Un redressement, un tournant, une décision qui allait diviser la famille et redéfinir la monarchie. Dans ces premières minutes, quelque chose d'étrange se produisit. Tandis que le monde s'emballait, une étrange clarté s'installa. Comme si je pouvais enfin déchiffrer le sens des signaux qui circulaient depuis des mois. La révision des archives royales, censée être un projet interne de mise à jour des documents anciens, n'avait jamais été qu'une simple formalité administrative. En coulisses, il s'agissait du projet le plus sensible du gouvernement Charles, une tentative de rétablir l'ordre après des années de chaos, de scandales, de dissensions et de distanciation volontaire. Et lorsque le dossier des enfants de Sussex arriva enfin, les conflits d'intérêts avaient atteint leur paroxysme. Comment enregistrer des enfants nés en Californie, élevés hors de la cour, mais descendants d'une lignée séculaire qui détermine encore aujourd'hui l'accession au trône? La question n'a jamais été simple. Mais surtout, il ne s'agissait pas d'une simple affaire de famille. C'était une question d'état de protocole et de précédent. Je me suis souvenu du début de tout cela, non pas avec cette mise à jour nocturne, mais avec des fuites, de petits fragments d'archives, des notes confidentielles. Une demande interne du palais de Lambeth pour reconfirmer les registres de baptême. Un examen des listes de titres remontant à 1917. Et surtout, un silence inhabituel de Buckingham, un silence qui dans cette famille en dit souvent plus long que les mots. Qu'avait-on découvert exactement? Pourquoi fallait-il réexaminer la question? Quelle vérité était trop explosive pour être révélée d'un seul coup? Le silence leur apporta toutes les réponses. Quelque chose se cachait sous ces tapis, tu depuis trop longtemps. Tandis que je continuais à scruter cette simple phrase de la circulaire, je sentais que l'histoire se réinventait inexorablement. Car personne n'ouvre un dossier familial sans conséquence. Pas dans cette famille, pas dans ce pays. La monarchie, aussi moderne qu'elle puisse paraître, repose sur des documents, des preuves, des archives, des noms et des lignées suivies avec une précision absurde. Si un seul élément change, tout change. Et c'était précisément ce qui se produisait à présent. Une mise à jour que le monde extérieur reléguait au rang de simples notes de bas de page était en réalité un bouleversement bien plus vaste que les luttes de pouvoir familial. C'était le signe que la frontière entre dedans et dehors se redessinait, plus durement, plus étroitement, implacablement. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le moment choisi. Pourquoi maintenant? Pourquoi après des années de silence autour des enfants?
Pourquoi après tant de tentatives pour apaiser le conflit familial? Peut-être parce que l'héritage pèse toujours plus lourd que les sentiments. Peut-être parce qu'un monarque, surtout lorsqu'il est déjà affaibli par la maladie et le temps, fait des choix en fonction de l'héritage qu'il souhaite laisser. Ou peut-être, et c'est ce que j'ai ressenti le plus intensément ce soir-là, parce que la vérité ne peut jamais être enterrée à jamais. La nuit qui avait commencé par 23 minutes d'obscurité s'acheva par une explosion de lumière, impitoyable, féroce, révélatrice. Et je savais déjà alors que ce n'était que le début. Car réécrire l'identité de 2 enfants, c'est réécrire l'avenir de la couronne elle-même. Et personne, absolument personne, ne pouvait prédire comment cela finirait. J'ai à peine eu le temps de digérer le choc de cette nuit-là que la seconde vague m'a frappé de plein fouet. Et celle-ci était bien plus violente. Dès la mise à jour de la circulaire de la cour royale, le monde a semblé s'arrêter de respirer. La nouvelle s'est répandue plus vite que n'importe quel communiqué officiel. En 10 minutes, les analystes de la BBC étaient en direct à la télévision. 20 minutes plus tard, CNN, Sky News et Fox News ont emboîté le pas. Et même les émissions de débat habituellement consacrées au divertissement ou à la politique ont brusquement changé de sujet. Qu'est-ce que Buckingham Palace avait exactement révisé et aligné sur le protocole? Que signifiait réellement cette simple phrase? Et pourquoi donnait-elle l'impression d'être l'étincelle qui mettait le feu aux poudres depuis des années? Assise dans mon bureau, l'écran toujours devant moi, je voyais les notifications affluer comme une grêle. Les sites d'information publiaient des mises à jour à un rythme effréné. Certains spéculaient sur une simple correction administrative. D'autres s'empressaient d'avancer les interprétations les plus extrêmes qu'Archie et Lilibet avaient été définitivement écartés de la succession, ou encore que les archives du palais avaient découvert des informations restées secrètes pendant des années. Des expressions comme « test ADN »,« correction sans précédent » et « révélation constitutionnelle » étaient employées. Mais ce n'est qu'en lisant les réactions qui affluaient des différents cercles du palais que j'ai véritablement compris l'ampleur de la situation. Car il ne s'agissait pas d'un simple mystère public, mais d'un véritable séisme intérieur. Kensington Palace avait reçu des instructions, aucune réaction, aucune déclaration, aucune émotion. Je ne connaissais que trop bien ce schéma. Le silence n'est pas seulement une stratégie, c'est une protection. Quand les mots deviennent dangereux, la monarchie se tait. Mais Montecito n'avait pas la culture du silence. On le sentait déjà ce matin-là. Des correspondants américains ont partagé des commentaires anonymes provenant de l'entourage de Harry et Meghan. Ils étaient surpris, déconcertés et surtout blessés. Car personne ne semble comprendre ce que l'on ressent lorsqu'on découvre par le biais d'un navigateur que ces enfants ont été redéfinis par une institution qu'on a à moitié abandonnée, mais dont on ne s'est jamais vraiment détaché. Tandis que Londres s'éveillait dans un brouillard de rumeurs de l'autre côté de l'océan, Los Angeles alimentait une frénésie de spéculation. Tout le monde semblait vouloir savoir quel est le véritable statut d'Archie et Lilibet. Sont-ils toujours princes et princesses? Leurs titres ont-ils changé? Ont-ils même jamais été officiellement enregistrés comme membres de la lignée royale? Les interprétations fusaient sur la toile comme si la vérité et le doute s'entrechoquaient en temps réel. Ce qui m'a le plus frappé ce matin-là, ce n'était pas le vacarme des médias, mais le silence apparent de Buckingham. Un silence qui en disait plus que 100 déclarations. Car il n'y avait ni démenti, ni explication, ni atténuation. Le message était clair, ce qui avait été écrit l'avait été pour une raison. Et cela rendait la situation bien plus explosive que s'il s'était agi d'une simple correction technique. Je me suis souvenu des propos tenus par des sources bien informées au sujet de la révision des archives royales de l'année précédente. Cette révision ne portait pas seulement sur des documents, mais aussi sur des principes. Charles était déterminé à rétablir l'ordre après une période de changements incontrôlés, de fils disparus, de drames médiatiques et d'une succession de plus en plus complexe. Il fallait de la clarté, avait-il déclaré. Et pour tout monarque qui parle de clarté, il s'agit en réalité de contrôle. Pourtant, cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas de vengeance aussi tentante que cette interprétation ait pu être pour beaucoup. Non, ce qui rendait cette mise à jour si singulière, c'était que pour la première fois depuis des années, l'administration du palais intervenait directement dans un dossier à la frontière entre famille et État. Car Archie et Lilibet se trouvaient précisément dans ce flou juridique. Leur nom figurait sur les documents officiels, mais leur vie était à des milliers de kilomètres de toute responsabilité ou tradition royale. Comment définir des enfants qui font partie de la lignée mais pas du système censé la protéger? Cette question avait été ignorée pendant des années. Cette mise à jour l'a brutalement transformée en affaire publique. J'avais du mal à suivre les analyses. Les constitutionnalistes d'ordinaire sollicités uniquement pour les scandales ou les couronnements étaient désormais réveillés en pleine nuit. Certains évoquaient des limitations historiques, d'autres une modernisation impérative. Mais une remarque m'a particulièrement marqué, c'était peut-être la première fois que la monarchie devait admettre ouvertement que la frontière entre royal par le sang et royal par fonction avait définitivement basculé.
Entre-temps, la sphère politique s'est emparée du sujet. Les premières réactions critiques sont apparues sur les réseaux sociaux émanant de parlementaires qui estimaient qu'il était temps d'ouvrir le débat sur les titres et l'argent du contribuable. Les commentateurs politiques y ont vu la preuve que Charles, malgré son image publique sereine, œuvrait en coulisses à une réforme structurelle de la monarchie. Une réforme peut-être nécessaire, peut-être même dangereuse. J'ai surtout ressenti la tension des deux côtés de la famille. Il ne s'agissait pas d'une correction symbolique, ni d'une simple mise à jour administrative. C'était un choix, un message, un moment où le palais a clairement indiqué que la frontière entre être membre de la couronne et simple héritier du sang ne pouvait plus rester floue, et que clarifier cette frontière même en ce qui concerne les enfants faisait partie intégrante de l'avenir que Charles souhaitait léguer. Ce matin-là, en ouvrant la fenêtre et en sentant la fraîcheur de l'air londonien sur mon visage, une évidence m'a frappé, il ne s'agissait pas d'une crise imaginaire. C'était la réalité. Et quiconque pensait que tout cela se dissiperait en ragot se trompait. J'ai compris que nous étions au début d'une longue et pénible confrontation avec la vérité certes, mais inévitable. Archie et Lilibet n'étaient plus une affaire privée. Ils étaient désormais devenus une référence royale. Et dans cette famille, les questions de définition du rôle ont toujours un prix. La tempête qui s'est déclenchée à cet instant précis ne s'est pas seulement fait sentir à l'extérieur. Elle se déchaînait aussi en moi. Tandis que le monde était absorbé par les hashtags, les analyses et la panique. Je voyais le front se déplacer là où les dégâts seraient les plus importants au sein même de la famille. Tout a commencé subtilement par des messages de confidents, de collaborateurs et de correspondants plus proches que les sources officielles ne l'admettraient jamais. Mais plus j'en apprenais, plus une vérité s'imposait. La mise à jour des archives royales avait déclenché une réaction en chaîne que personne ne pouvait arrêter, pas même ceux qui s'y sont le plus investis. À Buckingham Palace, l'atmosphère était tendue mais maîtrisée. Il en avait toujours été ainsi, la tension restait contenue, derrière les murs, le contrôle s'exerçait de l'extérieur. Mais derrière ces murs, dans les couloirs tapissés de moquettes qui étouffaient à chaque pas les choses, ont mal tourné. Les conseillers marchaient plus vite que d'habitude, les documents circulaient à la hâte et chacun semblait agir comme si un faux pas allait déclencher une crise constitutionnelle. Les mots qui revenaient sans cesse dans leur chuchotement étaient précédent, succession et protocole. C'était comme si cette mise à jour n'était pas perçue comme une correction d'identité, mais comme une correction de cap. Le cap que prendrait désormais la monarchie. Ce que j'ai entendu à propos de Montecito était tout à fait différent. Aucune retenue, aucune tension dissimulée, mais de l'émotion, même de la douleur. Car pour Meghan et Harry, la nouvelle n'est pas arrivée sous forme de consultation sans préavis, sans intermédiaire diplomatique. Ils l'ont apprise comme tout le monde par le biais d'une mise à jour froidement et méticuleusement rédigée dans la circulaire du tribunal. Vérifiée et harmonisée. Comment des mots peuvent-ils être aussi impersonnels quand ils affectent réellement des familles? Et c'est précisément ce qui s'est passé. Meghan s'est sentie trahie selon des sources proches d'elle, comme si la décision concernant ses enfants lui avait été de nouveau refusée, comme si le contrôle qu'elle avait mis des années à tenter de reconquérir avait été anéanti du jour au lendemain. Harry, quant à lui, se trouvait dans une situation bien plus complexe. Les informations que j'ai reçues dressaient le portrait d'un homme tiraillé entre deux loyautés envers sa propre famille en Californie et envers celle qu'il avait quittée mais dont il ne pouvait se détacher complètement. Ironie du sort, cette nouvelle ne le surprit pas. Il connaissait le palais mieux que quiconque. Il en connaissait les rouages, il savait à quel point la monarchie pouvait être froide, formelle, mécanique, mais la douleur était toujours présente non pas parce qu'il avait eu tort, mais parce que cet épisode prouvait une fois de plus que les liens familiaux ne sont jamais garantis au sein d'une institution fondée sur le protocole et les précédents. Ses proches murmuraient qu'il avait dit quelque chose qui me hantait, je ne voulais pas qu'on me corrige, je voulais un lien. Et puis il y avait le palais de Kensington. Comme toujours, William s'était positionné en tampon, en médiateur, et aussi comme celui qui savait quand le silence était l'arme la plus puissante. Il restait en retrait, mais cela ne signifiait pas qu'il était insensible. Bien au contraire, sa plus grande préoccupation n'était ni les titres, ni les protocoles, mais la stabilité. Il savait que chaque décision de son père, chaque interprétation de la presse finirait tôt ou tard par retomber sur lui. C'est peut-être pourquoi il avait demandé à son équipe de garder son calme, de ne faire aucun commentaire, de ne rien faire qui puisse attiser les tensions. Mais en même temps, j'ai appris de sources proches du palais qu'il était bel et bien inquiet. Non pas pour Archie et Lilibet, mais parce que cette révélation menaçait de rouvrir de vieilles blessures entre lui et son frère. En y regardant de plus près, on pouvait percevoir les tensions qui se propageaient au sein de la famille royale de Charles à William de William, à Harry de Harry, à Meghan et de Meghan au monde entier qui analysaient le moindre détail. Tout était lié. Ce conflit familial ne se jouait plus à huis clos dans les palais et les domaines. Il était diffusé en direct, disséqué, filmé au ralenti par un Internet qui ne dort jamais. En assimilant tout cela, j'ai enfin compris la gravité de la situation.
car il ne s'agissait pas simplement de 2 enfants, ni de titres, ni d'une simple mise à jour de base de données. Il s'agissait d'identité, de savoir qui appartient à l'institution et qui n'y a pas sa place, qui compte et qui n'est qu'une simple formalité. Il s'agissait de pouvoir à la fois personnel et constitutionnel. Et le pouvoir se prête rarement à une redéfinition en douceur. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont les réactions privées qui n'ont jamais été relayées par les médias. Un conseiller de Buckingham a murmuré que tout cela était nécessaire mais douloureux. Un conseiller de Charles a parlé de l'ordre plutôt que le sentiment, comme si les 2 hommes ne pouvaient jamais être véritablement dissociés. Une source proche de William a déclaré qu'ils devaient réapprendre à être frères dans un monde qui les éloignait toujours plus. Et en Californie, où le soleil brillait tandis que Londres respirait l'air froid, de novembre, une famille était affectée non seulement par la politique, mais aussi par le souvenir d'un passé révolu à jamais révolu. Je le sentais au plus profond de moi-même, cette tempête n'allait pas se calmer d'elle-même. Les fondements étaient ébranlés. La confiance s'érodait, les frontières entre la famille et la couronne étaient redéfinies. Et chaque fois que la presse me demandait si c'était la fin d'une longue histoire de tension royale, je connaissais déjà la réponse. Non, ce n'était pas encore la fin. C'était juste le moment où le tonnerre a commencé à gronder. Je pensais être préparé à ce qui allait suivre, mais rien n'aurait pu me mettre en garde contre l'apparition soudaine des documents. Jusque-là, tout n'était qu'interprétation, analyse, spéculation, réaction d'initiés. Mais lorsque les notes de service divulguaient la correspondance interne et les vérifications discrètes d'archives anciennes ont commencé à former un récit cohérent, un frisson d'angoisse m'a parcouru l'échine. Car la vérité n'a pas éclaté d'un coup. Elle s'est insidieusement révélée. Et chaque détail qui a fuité confirmait que ce qui s'était passé n'était pas un hasard. Cela faisait partie d'un plan, d'un projet longuement préparé, la révision des archives royales. Tout a commencé par ce que l'on qualifiait dans les cercles du palais de simple modernisation des archives. En réalité, il s'agissait d'une opération bien plus profonde que n'importe quelle intervention administrative des 20 dernières années. La mort de la reine Élisabeth avait laissé derrière elle un système truffé de documents obsolètes, d'incohérences et de tensions latentes. Charles voulait de l'ordre. Non pas temporaire, mais permanent. Aussi tous les registres furent-ils révisés, certificats de baptême, copies d'arbres généalogiques, notes d'archives, modifications de titres, parfois inscrites, comme des gestes politiques sans jamais être officiellement enregistrés. Il s'agissait de transparence mais aussi de contrôle. C'est dans ce contexte tendu qu'apparut le dossier des enfants Sussex. Un dossier qui depuis leur naissance constituait une anomalie au sein du système traditionnel. Lorsque les équipes d'examen ont ouvert les premières couches des archives, elles ont découvert des incohérences dans la tenue des registres au fil des ans. Non pas des erreurs ni des fraudes, mais surtout des lacunes. Archie avait été baptisé à Windsor, mais son nom n'apparaissait pas toujours de manière cohérente dans les documents. Son usage des titres variait. Quant à Lilibet née en Californie, ces informations provenaient à la fois de documents d'état civil américain et de registres britanniques et ne pouvaient être vérifiées qu'à distance. Ce seul fait a fait de son dossier un cas limite sur le plan administratif. Dans une monarchie qui repose sur l'exactitude et non sur l'interprétation, un cas limite pose problème. Et les problèmes ne sont jamais ignorés lorsqu'il s'agit de droits de succession et de légitimité. Les notes divulguées ont tout révélé de façon accablante. L'une d'elles indiquait que l'archevêque de Canterbury avait été contacté pour confirmer le baptême d'Archie. Un autre document demandait la confirmation de notes privées conservées à Windsor. Il était également question de vérification ADN, non pas en raison de doutes sur la filiation, mais parce que les archives souhaitaient dissimuler toute possibilité d'avenir. Cela confirmait ce que je soupçonnais jusqu'alors, cette révision n'était pas seulement une correction du passé, mais aussi une préparation pour l'avenir. Un avenir où chaque héritage, chaque enfant, chaque membre de la lignée serait inextricablement lié à l'histoire de la monarchie. Non pas en tant qu'individu, mais comme partie intégrante d'un système dont chaque détail devait être juridiquement et constitutionnellement irréprochable. Plus j'examinais de documents, plus je comprenais les raisons de ces fortes tensions. Entre les lignes, je percevais un message implicite, la monarchie ne pouvait plus tolérer l'ambiguïté. Surtout pas après ces dernières années. La période du Megxit avait démontré que lorsque des membres de la famille royale quittent le système sans définition claire, le chaos s'installe. Dans la presse, auprès du public et au sein même de l'appareil constitutionnel. Ainsi, la mise à jour d'Archie et Lilibet n'était pas seulement une réponse à ces départs, mais à des années d'ambiguïté croissante. Une tentative de clore un chapitre devenu trop confus, trop public et trop politique. Mais ce n'était pas tout. Une correspondance interne d'un conseiller de haut rang, diffusée peu avant la mise à jour, révélait que certains conseillers estimaient que les enfants devaient être inscrits officiellement au registre avec leur titre de courtoisie et non leur titre constitutionnel. Cette simple distinction entre ce qui relève de la coutume et ce qui est juridiquement contraignant devint essentielle.
Car les titres de courtoisie sont précisément cela, une marque de courtoisie, non un pouvoir. Une reconnaissance qui peut être utilisée mais qui n'a pas à être garantie. Cela plaçait Archie et Lilibet dans une catégorie que la monarchie n'avait jamais appliquée aussi directement, auparavant reconnue mais non intégrée. Une frontière symbolique, une frontière politique, et pour beaucoup, une frontière affective. Lorsque ce détail a fuité, j'en ai immédiatement perçu les implications. Car si les titres honorifiques étaient la seule reconnaissance qui leur restait, qu'est-ce que cela disait de leur position, de leur avenir, de leur droit de participer à un système qui porte leur nom mais ne considère plus leur présence comme essentielle? Les questions que le monde se posait, et celles que je me posais, ne portaient plus sur les titres mais sur le sens, sur ce que signifie naître dans une famille où l'on est à la fois un symbole et un individu, et sur ce que cela signifie lorsque ce symbole est redéfini sans que l'on ait son mot à dire. Ces documents m'ont laissé un profond malaise. Plus j'en découvrais, plus cela devenait évident, cette décision n'était pas simplement administrative. Elle était idéologique, stratégique, un moyen de protéger la monarchie d'une future instabilité, quitte à sacrifier l'aspect humain de la question. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander si les documents révélaient à cela qu'y avait-il d'autre de caché. Quels étaient les éléments qui n'avaient pas fuité, qui ne figuraient pas dans les notes de service, qui étaient enfermés dans des archives réservées aux personnes les plus dignes de confiance. Car pour moi, ce n'était pas la fin de l'histoire, ce n'était que le début. Je pensais que les documents marqueraient le point culminant de la tempête, mais je me trompais. Le véritable cataclysme a commencé lorsque le palais, sans annonce, sans conférence de presse, sans le moindre geste humain, a tracé une nouvelle ligne au sein de la monarchie. Une ligne rarement aussi explicite, mais cette fois elle était indéniable. Les mots qui figuraient dans la circulaire de la cour royale étaient courfroids, presque chirurgicalement formulés, une nouvelle génération officiellement reconnue conformément à la tradition. Et pourtant, cette phrase signifiait bien plus qu'une simple question administrative. C'était un réajustement, une redéfinition de ce que signifiait véritablement appartenir à la couronne. Le nom d'Archie fut suivi de prince de Sussex, celui de Lilibet de princesse de Sussex. Mais derrière tout cela se cachait une règle qui fit grand bruit, les titres de courtoisie et non les titres constitutionnels. Pour beaucoup, il s'agissait d'une nuance, d'un détail, mais ce détail marquait précisément la frontière entre l'hérédité et le symbolique, entre les droits et la civilité, entre l'appartenance et l'exclusion. C'était comme si la monarchie laissait la porte entr'ouverte tout en gardant la serrure fermement fermée. Leurs titres étaient reconnus certes, mais seulement comme titres de courtoisie non héréditaires ni constitutionnels. Ce fut une décision formulée en silence mais dont les répercussions furent retentissantes. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas la décision elle-même, mais la manière dont elle a été mise en œuvre. Aucune déclaration généreuse, aucune déclaration chaleureuse, aucune explication quant à ses conséquences pour les enfants. La communication du palais semblait délibérément choisir une distance bureaucratique. Une monarchie d'ordinaire si subtile a opté pour une rigueur juridique implacable. Et dans cette rigueur, j'ai clairement perçu la stratégie de Charles. Il ne voulait pas d'un nouveau drame familial, il voulait de la clarté. Il voulait une monarchie plus petite, plus efficace, plus pérenne, à l'image d'un monde où le soutien du public est de moins en moins évident. Dès lors, une chose est devenue claire, il ne s'agissait pas d'une attaque personnelle, il s'agissait d'une politique institutionnelle. Or, toute politique a des conséquences personnelles. Les réactions au sein de la famille royale furent diverses. Certains membres, notamment ceux qui militent depuis des années pour une monarchie allégée, y voyaient une étape nécessaire. Cela confirmait que la monarchie ne pouvait continuer à s'étendre comme un réseau de titres sans obligation. D'autres membres de la famille étaient plus préoccupés non pas pour des raisons constitutionnelles, mais pour des raisons affectives. Comment expliquer à deux jeunes enfants que leur titre existe, mais seulement d'une manière permise par la couronne et quand cela l'arrange ? Comment leur dire que leur place au sein de la famille est reconnue, mais que leur rôle au sein de l'institution a été minimisé ? Comme prévu, la réaction de William est restée secrète. Son silence public était sans équivoque, il refusait de prendre part à ce que la presse qualifiait de « guerre de succession ». Mais derrière ce silence, j'ai perçu des murmures d'inquiétude. Car quoi qu'il fasse, chaque décision prise par son père finirait par lui incomber. Il savait que ses limites n'étaient pas temporaires. Elles définiraient plus tard son propre style de monarchie. Et puis il y a eu Harry. De toutes les informations que j'ai recueillies, un sentiment revenait sans cesse, un mélange de soulagement et de douleur. Soulagement car les titres de ses enfants étaient enfin reconnus. Douleur car cela s'était fait sans aucune concertation, sans aucune émotion, sans aucune nuance. Cette annonce du palais sonnait comme un rappel, vous avez votre place, mais seulement à nos conditions. Pour Meghan, cette douleur était encore plus profonde. Des sources proches d'elle ont confié que cela ressemblait à un message codé, la confirmation qu'ils ne maîtriseraient jamais pleinement leur histoire. Ils disaient pleinement leur histoire.
Aux yeux du monde, cette décision a produit l'effet escompté par le palais, elle a relancé le débat. Pour certains, il s'agissait d'une intervention courageuse et nécessaire d'un roi qui enfin rétablissait l'ordre dans un système à bout de souffle. Ils y voyaient un pas vers la transparence, les titres doivent avoir une signification. Ils doivent rester distincts de la célébrité du marketing et d'une vie en dehors du devoir. Pour d'autres, cela ressemblait à une démonstration de pouvoir, une punition silencieuse, une façon de rappeler à Harry et Meghan que la distance n'est pas synonyme d'indépendance, que la monarchie, aussi moderne qu'elle puisse paraître, demeure une institution qui, par sa plume, écrit l'histoire. Il était fascinant de constater la rapidité avec laquelle la réaction politique s'est manifestée. Les commentateurs britanniques ont mis en avant l'élan réformateur du règne court mais marquant de Charles. Hors du Royaume-Uni, les réactions furent encore plus vives. Aux États-Unis, la décision fut perçue comme une tentative de contrôle institutionnel. Au sein du Commonwealth, les débats furent relancés. Si les titres sont si flexibles, qu'est-ce que cela révèle sur la stabilité de la monarchie ? Et pourquoi des enfants élevés en dehors du système sont-ils néanmoins enregistrés comme appartenant à la monarchie ? Pourtant, en suivant ces réactions internationales, une seule question m'est venue à l'esprit, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir ? La décision concernant Archie et Lilibet ne se limitait pas à définir leur position. Elle définissait la direction que prend la monarchie britannique. Une monarchie qui se rétrécit, plus clairement définie, fondée davantage sur le devoir que sur la lignée. Une monarchie où le sang ne détermine plus automatiquement le rôle. Et quelque part au plus profond de moi, une question gênante a surgi. Si telle est la limite qui y tombera plus tard, et qui en sortira ? Ce qui m'a le plus frappé dans les jours qui ont suivi, ce n'était pas le contenu de la décision, mais le silence qui a suivi. Aucune explication, aucun dialogue, aucune tentative d'apaisement. Le palais s'était exprimé dans le seul langage qu'il maîtrisait parfaitement, le protocole. Pourtant, quiconque suit la monarchie depuis un certain temps savait que cette histoire ne se résumait pas à 2 enfants. Il était question de pouvoir de limite, de la question de savoir qui définit ce que signifie royal, à une époque où le monde change plus vite que le palais ne veut bien l'admettre. Je le ressentais au plus profond de moi-même, cette décision portait une force symbolique qui dépassait largement les titres d'Archie et de Lilibet. C'était un message pour l'avenir, un avertissement, une promesse, une redéfinition de l'identité. Alors que la nouvelle continuait de faire son chemin, je repensais sans cesse aux discussions que les experts menaient depuis des années sur l'avenir de la couronne. Certains prédisaient une réduction inévitable de ses effectifs. D'autres évoquaient une vague de modernisation qui balayerait la quasi-totalité du bagage rituel en quelques décennies. Mais personne n'avait osé l'affirmer aussi clairement que cette décision, une royauté sans devoir, relève de la courtoisie, non du droit. Cette phrase résonnait sans cesse en moi. Une phrase qui expliquait bien plus que ce que les porte-paroles du palais n'oseraient jamais admettre. J'ai relu les notes de service, les documents, les analyses. J'ai vu circuler les rumeurs, les débats télévisés, les tables rondes en ligne, où historiens et politologues tentaient d'expliquer comment une simple note administrative dans une circulaire de la cour avait pu dégénérer en crise mondiale. Certains y voyaient un coup de maître de Charles, un roi moderne qui avait instauré l'ordre par la précision. D'autres y voyaient une nouvelle manifestation de la froideur des institutions. Mais ce qui m'a le plus fasciné, c'est la façon dont cette décision a façonné les contours d'une nouvelle monarchie, une monarchie où même les plus jeunes générations sont définies par la politique et non plus seulement par la tradition. Car que signifie pour un enfant être prince ou princesse lorsqu'il ne s'agit que d'un titre honorifique ? Que signifie être reconnu sans être inscrit au registre constitutionnel ? Que signifie avoir son nom dans les archives, mais que son rôle soit déjà déterminé par d'autres, avant même d'avoir l'âge de comprendre le sens du mot « monarchie ». Ces questions me hantaient, car elles touchent au cœur d'un dilemme institutionnel rarement abordé. Comment concilier le dynamisme humain et le devoir historique ? J'ai été fasciné par les réactions du monde entier. Au Royaume-Uni, le débat a pris des tournures inattendues. Les jeunes générations élevées dans une ère de transparence et d'autodétermination ont soulevé des questions cruciales. Pourquoi les enfants devraient-ils faire partie d'un système qui n'a jamais demandé leur consentement ? Les générations plus âgées, quant à elles, y voyaient une réparation nécessaire, restaurer un ordre institutionnel mis à rude épreuve ces dernières années. Aux États-Unis, l'affaire a pris une toute autre dimension. Les médias américains l'ont présentée comme un affrontement entre pouvoir et autonomie, institutions et individus. Elle est presque devenue le reflet des débats de société plus larges sur le contrôle de l'identité. Tandis que le monde débattait un fait me paraissait évident, cette mise à jour marquait le début d'une nouvelle ère. Archie et Lilibet n'étaient ni rétrogradés, ni déshonorés, ni exclus. Ils étaient simplement repositionnés. Et ce positionnement instaurait non seulement une clarification, mais aussi une distance. Une nouvelle catégorie, presque une zone intermédiaire entre la famille et l'État.
On avait l'impression que la monarchie les considérait comme une génération qu'il fallait reconnaître, mais pas nécessairement intégrer au cœur du système institutionnel. Charles, ferme mais stratégique, avait ainsi transmis un message attendu depuis longtemps: la monarchie n'est pas une entreprise familiale où chacun est actionnaire, mais une institution d'État qui doit survivre grâce à une stratégie claire, des limites précises et la liberté de choix. Et peut-être avait-il raison. Peut-être était-il nécessaire de redéfinir les titres, les rôles et les attentes à une époque de pressions institutionnelles croissantes. Peut-être était-ce le seul moyen d'empêcher la cour de se désintégrer sous l'effet du chaos interne. Mais d'un autre côté, quel est le prix d'une telle décision ? Que se passe-t-il lorsque des frontières sont tracées qui ont un impact non seulement constitutionnel mais aussi émotionnel ? À Montecito, ce prix a été ressenti. À Kensington, il a fait l'objet de débats. À Buckingham, il a été calculé. Et partout ailleurs dans le monde, il a été analysé. J'avais le sentiment que cette décision jetterait les bases de la transformation de la monarchie dans les années à venir. Fini l'institution archaïque figée dans la tradition, place à un organisme capable de s'autoréguler, quitte à toucher à sa propre famille. Il ne s'agissait pas d'une attaque contre Meghan, ni d'une punition pour Harry, ni d'un triomphe pour William. C'était un tournant institutionnel. La monarchie a opté pour le minimalisme, la clarté et une séparation renouvelée entre cérémonie et droit constitutionnel. Mais la question qui persistait, une question qui me hantait même lorsque l'actualité a commencé à se calmer, était simple. Si c'est ainsi que se définit cette génération, à quoi ressemblera la suivante ? Qu'est-ce que cela signifie pour les enfants à venir, pour les futurs ducs, princes et princesses ? Pour la lignée qui semblait jadis ininterrompue, mais qui est désormais sujette à réinterprétation. Ce soir-là, tandis que la douce lumière filtrait à travers les fenêtres, je compris que cette décision n'était pas seulement une révision de la situation actuelle, mais une prédiction de l'avenir. Le palais avait clarifié l'identité d'Archie et de Lilibet. Mais derrière cette clarification se cachait une vérité bien plus profonde: la monarchie elle-même est à l'aube d'une ère nouvelle. Et peut-être, qui sait, le monde se souviendra plus tard de cette discrète mise à jour. Ce petit texte, cette formulation élégante, comme du moment où la couronne a enfin décidé qui resterait, et qui désormais ne serait associé qu'en nom.